Où en est le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo? Jour pour jour, 2 ans après, édition spéciale reçoit le ministre de tutelle. Vendredi 10 novembre, après le journal de 19h, Didier Boudimbu est en direct de la rédaction de votre radio. Rediffusion samedi 11 novembre, après les journaux de minuit et de 7h du matin. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être dans ce rendez-vous édition spéciale hydrocarbures. On le recevait le 30 novembre. C'était il y a 2 ans. C'était en 2021. Avec lui, on se posait la question, où en est le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo? Quasiment 2 ans, jour pour jour après. Monsieur Didier Boudimbu, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Lusakodo. On va dire bonsoir. On est avec Thierry Kamboudi, bonsoir. Bonsoir, Christian Lusakodo. On va essayer de faire le bilan avec vous de ces 2 années écoulées. C'est vrai qu'on arrive en plus à la fin d'un mandat et donc à l'heure des bilans. Alors, commençons par les assignations au ministère qu'est le vôtre, le ministère des hydrocarbures. Je ne vais pas parler de la particularité de la mission que vous a donnée le gouvernement, mais restons dans ce qu'est le ministère des hydrocarbures. 1. Suivi et contrôle technique des activités de prospection, de recherche et d'exploitation, raffinage, transport et stockage, plus activités connexes. On commence par là. Comment est-ce que, selon vous, vous jugeriez ce qui a été fait pendant ces 2 ans? Je pense que c'est très positif parce que depuis que le ministère des hydrocarbures a commencé, depuis qu'il a vu le jour, c'est la première fois que nous puissions avoir des appels d'offres avec beaucoup de transparence déjà, parce que c'est déjà une première. C'est la première fois que nous puissions mettre sur nos 52 blocs pétroliers 27 en appel d'offres et 3 blocs gaziers du lac Kivu, de gaz méthane du lac Kivu. C'est une première. C'est une première que nous puissions signer avec l'Angola par rapport à la ZIC un accord de gouvernance. Et là, nous sommes en discussion avec Chevron. Je pense que par rapport à ça, il y a quand même beaucoup d'évolution. Et déjà par rapport aux appels d'offres, nous avons pu octroyer 2 blocs gaziers. Il y a un autre sur lequel nous sommes encore en discussion avec Symbion. Et nous sommes en train de discuter avec Perenco sur 2 blocs, avec une société nigérienne et une autre de la Guinée. Il y a même des équipes... Guinée-Conakry, Guinée équatoriale. Guinée-Conakry. Il y a même des équipes du ministère actuellement qui séjournent en Guinée parce qu'ils doivent vérifier tout ce qui est capacité technique et financière de ces sociétés-là avant que nous puissions leur octroyer les blocs. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que par rapport à la prospection, par rapport à tout ça, nous sommes réellement en train d'avancer et les hydrocarbures sont en train d'aller de l'avant. Là, vous parlez surtout de vente. Attention, on ne parle pas de contrôle technique des activités de prospection. Les blocs, c'est la prospection par d'autres, la recherche par d'autres, l'exploitation par d'autres. En ce qui concerne le ministère, des efforts propres n'ont pas été faits. Pour arriver à des appels d'offres, il faut qu'il y ait une prospection. Il faut qu'il y ait tout ce qu'il y a comme recherche, et c'est ce qui a été fait. Nous avons pu le faire avec la société Géosigmoïde. Nous avons eu à signer certains contrats avec d'autres partenaires pour y arriver. Donc, ce sont des efforts consentis par le ministère des hydrocarbures pour pouvoir y arriver. Et donc, je pense que quand je dis qu'on a pu aller de l'avant, c'est qu'on a pu lancer les appels d'offres, c'est qu'il y a eu prospection, c'est qu'il y a eu tout ce qu'il y avait comme étude. Donc, logiquement, c'est très positif. Pour parler de ces appels d'offres, vous savez exactement ce que vous proposez. Tout était précis? Tout était précis, mais comme on dit, c'est une première pour la République démocratique du Congo. Quand c'est une première fois, il peut y avoir des ralentissements parce que vous découvrez, nous sommes en train de découvrir dans l'État, mais en même temps, je peux dire que c'est vraiment une réussite parce qu'il y a l'engouement. Malgré qu'il y en a qui disent que les choses n'avancent pas, ça c'est leur façon de voir les choses. Aujourd'hui, nous avons reporté à plusieurs reprises la date par rapport à la fin sur certains bassins. On ne l'a pas reporté parce que nous l'avons décidé. Nous avons reporté ensuite à la demande de ceux qui sont venus pour soumissionner. Ils ont demandé que nous puissions leur donner encore plus de temps pour pouvoir préparer le cahier de charges qu'ils vont nous soumettre. Et même là, il y a encore Perenco qui a demandé que nous puissions repousser un peu de temps pour qu'ils puissent préparer leur cahier de charges qu'ils vont soumettre au ministère, et le ministère à son tour va le soumettre au gouvernement. Quand on parle d'appel d'offres, le constat est qu'il n'y a pas eu de major venu comme on s'y attendait, comme vous l'espériez,
se battre pour obtenir des blocs en RDC? L'idée n'est pas d'avoir des majors, l'idée est d'avoir des gens qui vont venir pour réellement faire développer le secteur. C'est ça l'idée. Major ou pas major, tant qu'on sait développer le secteur, c'est le plus important. Et nous, moi personnellement, je me base par moment sur l'expérience de la Guinée équatoriale, où il y a eu pendant un temps les majors qui leur disaient qu'ils ne pouvaient pas développer leur pétrole, qu'ils n'avaient pas de pétrole. Ça, je vous parle venant du ministre, l'ancien ministre des hydrocarbures de la Guinée équatoriale, le frère du vice-président. Comme il m'a dit, il y a eu des majors qui sont venus, qui leur ont dit qu'il était impossible pour eux de pouvoir sortir du pétrole de chez eux. Mais il y avait un ambassadeur américain qui leur a dit, vous avez du pétrole. Laissez-moi, je vais vous ramener des personnes qui vont vous aider à développer le secteur chez vous. Et Gabriel Obiang me dira, c'est à ce moment-là que cet ambassadeur américain les a aidés. Et c'est suite à ça que la Guinée a pu développer son sous-sol, son pétrole. Et aujourd'hui, c'est parmi les grands producteurs du pétrole en Afrique. Donc, je pense que par cette expérience-là, la RDC, déjà, comme je le dis, et c'est réel, notre potentiel en hydrocarbures n'est exploité qu'à 4,5%. Donc, il y a tout est à faire. Tout est à faire, tout est à refaire même, parce qu'à un moment, on avait même une raffinerie ici, à travers la Socir, qui aujourd'hui n'existe plus, qui aujourd'hui s'est transformée en société de logistique. Mais je pense qu'on peut revenir à l'époque où on pourrait avoir une raffinerie pour réellement pouvoir transformer notre produit, surtout par rapport à notre consommation locale. 4,5% du potentiel exploité, vous le disiez la fois dernière, on verra au fur et à mesure dans l'émission, avant que je passe la parole à Thierry Kambouni, à combien la République démocratique du Congo en est aujourd'hui. Puisque vous parlez appel d'offres, quand vous lancez cet appel d'offres, il y a une campagne anti-appel d'offres. Et aujourd'hui, il y a ce que certains du gouvernement appellent autre campagne. Nous, on parle d'articles de presse disant que tout ne s'est pas passé dans les règles de l'art. Y a-t-il réellement transparence? Comment est-ce que vous jugez cet appel d'offres et expliquez les critiques soulevées ça et là? Je pense que les critiques sont orientées parce qu'il y a une presse qui est orientée pour essayer soit de décourager l'élan du gouvernement congolais par rapport à ces appels d'offres, en même temps essayer de décourager le ministre que je suis pour que je ne puisse pas continuer dans l'élan que j'ai eu à prendre sous la vision du chef de l'État. Donc c'est un peu cette campagne. Et là même, dans quelques jours, ils vont encore lancer une campagne où ils vont descendre vers les autochtones pour essayer de dire que les populations au niveau local ne veulent pas de ces appels d'offres. C'est dans leur stratégie. Nous savons tout. On était déjà au courant de ce qui allait se faire, mais on ne va pas se décourager pour ça. La réalité est qu'il y a eu un journaliste même de Bloomberg, dont le nom m'échappe un peu, mais si on recherche, on pourra retrouver le nom, qui a participé aux appels d'offres dès les débuts et qui a dit que c'est pour la première fois qu'il assiste à quelque chose d'aussi transparent et où le ministre laisse les équipes travailler. Et au moment où nous parlons, vous pouvez contacter comment on appelle ça, la commission ad hoc qui s'occupe des appels d'offres. Ils vous donneront tous les éléments. Je n'ai pratiquement pas de contact direct avec tous les soumissionnaires, à moins que quand il s'agit de réunions que je dois présider, à part ça, ni contact téléphonique parce que je n'ai pas leur numéro de téléphone, mais on a eu à se voir avec certains dans d'autres circonstances parce que nous sommes dans l'obligation de faire la promotion de nos blocs pétroliers ou gaziers. Donc c'est là qu'il y a eu ces contacts-là et ça s'arrête à ça. Et déjà, quand les gens parlent par rapport à ces articles-là qui parlent d'argent, qui parlent de tout par rapport au bloc gazier, le bloc gazier du lac, le gaz méthane du lac Kivu, ce gaz sert à 98% pour pouvoir le transformer, qu'on le transforme en électricité. Donc, le ministère des hydrocarbures peut commencer le travail qu'il est en train de faire, mais il devra être épaulé et le suivi va se faire par le ministère des Ressources hydrauliques. D'où, avant la signature des CPP avec les contractants, nous avons eu à avoir une séance de travail et nous avons modifié l'arrêté interministériel entre le ministère des Finances et ceux des hydrocarbures, entre mon collègue Nicolas Kazadi et moi, pour que nous puissions faire, je peux dire, quasiment taxe zéro au niveau des hydrocarbures. Le reste va se faire quand ils iront au niveau des ressources hydrauliques. Alors, s'il y a taxe zéro, où est-ce qu'il y a corruption? Et puis, on parle que j'ai fait pression, soi-disant, sur une équipe que moi-même j'ai mise en place. Parce que la seule personne qui peut valider, c'est moi, étant que ministre du gouvernement, et je fais passer au Conseil des ministres. Est-ce que je vais me faire pression à moi-même?
Ça n'a pas de sens, ça ne répond à rien. Et vous verrez que l'article va dans tous les sens. Et vous allez voir ce qui va arriver dans les jours à venir. L'idée est de décourager parce que la République démocratique du Congo, pour eux, ne peut pas bénéficier de ce que Dieu lui a donné, nous avons du gaz, nous avons du pétrole, et je pense que nous avons l'obligation de faire bénéficier nos populations de ça. Et je ne vais pas me décourager, peu importe tout ce qu'il y a comme campagne. Je m'assume que Greenpeace et les autres continuent parce que j'ai reçu même une correspondance. Mais dernièrement, j'ai même reçu des menaces de mort. Mais tout ça, ce n'est pas important pour moi. Le plus important, nous devons mener la mission qui nous a été confiée à bout. Aucune prise d'intérêt, aucun bénéfice particulier reçu par le ministre des Hydrocarbures? Zéro. Déjà, nous avons fait une demande de JIP en 2021, avant le lancement des appels d'offres. Nous avons fait à Perenco, à d'autres sociétés qui sont chez nous ici, qui soient sur Estrim, pour que ça puisse nous permettre de renforcer la brigade des hydrocarbures. Cette brigade qui est dans l'aval pétrolier, qui est censée faire le contrôle au niveau de la République par rapport à tout ce qui est carburant qui ne répondent pas aux normes. Et Perenco nous a remis 4 jeeps. Ces 4 jeeps sont au niveau de la brigade. Ce n'est pas M. Boudimbo. Donc, zéro intérêt. Thierry Komodi. Monsieur le ministre, ce rapport qui vous incrimine se base quand même sur des faits qui vous accusent d'avoir violé la loi de 2015 et de 2016, qui vous accusent d'avoir outrepassé certains principes même de ces appels d'offres. Donc il y a des faits qui sont Il n'y a pas de faits. Illustrés ici. Il n'y a pas de faits. Moi, je dis juste que quand on dit que j'ai violé une disposition, il faut me dire quelle disposition j'ai eu à violer. Il faut pouvoir le mettre sur place, me dire, voilà, vous avez violé telle disposition, laquelle j'ai violé. Je vois ici, par exemple, l'absence des 3 années d'état financier que vous avez nié, par exemple, concernant l'entreprise Alpha-Giri, etc. Donc, oui. Déjà, je vous dis, nous avons mis, le calcul, c'était sur 100. Chaque entreprise qui venait, il y avait des critères sur 100. Et parmi ces critères, celui qui avait plus de critères, il n'est pas dit qu'on prend celui qui a plus de 3 années ou on prend celui qui a moins de 3 années. Il y avait des critères et tous les critères étaient sur 100. Celui qui avait plus et qui pouvait nous montrer plus, c'est celui-là qu'on prenait. Alpha-Giri dont on parle, je pourrais vous donner des images parce que nous avons les photos. Nous avons envoyé une équipe technique sur place. Cette équipe s'est rendue et je pense même nos amis qui ont sorti cet article-là, avant de le sortir, on les a envoyé les éléments qu'il fallait. Ils n'ont juste pas voulu prendre compte de ça. On a envoyé une équipe sur place. Ils sont partis. Ils ont travaillé avec des professeurs de l'université de Calgary. Ces professeurs ont montré qu'ils ont le savoir de pouvoir développer le potentiel que nous avons au niveau... Parce que le gaz méthane du lac Kivu, c'est un gaz méthane qui est particulier. On ne le trouve pas partout. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ils sont entrés en contact avec la partie financière qui est censée... Parce que pour pouvoir développer ce projet, on n'est pas à moins de 200 à 300 millions de dollars. La partie financière, les banques qui sont censées subventionner Alpha-Giri pour pouvoir développer ce projet-là. D'où, avec tout ce qu'on avait comme élément. Et encore l'autre élément, c'est qu'il y a un monsieur, un Congolais, qui s'appelle Christian Amouli, qui est natif du Kivu, qui a grandi au Kivu, non loin de ce bloc-là, qui est parti étudier au Canada, qui a maîtrisé, qui a ses diplômes. Pour nous, nous sommes dit, déjà il y a un Congolais qui est dedans, il y a déjà quelque chose, parce que le président nous a demandé que nous puissions créer des millionnaires congolais. Pourquoi lui ne pourrait pas développer quelque chose qui est dans son pays? Il y a eu tous ces paramètres qui ont été pris en compte. Au jour d'aujourd'hui, peu le savent. Le ministère des Hydrocarbures, ministre que je suis, nous avons signé le CPP avec le ministère des Finances, mais au final, ça doit être sanctionné par ordonnance présidentielle. Nous pouvons signer, mais tant que ce n'est pas sanctionné par ordonnance présidentielle, c'est caduc. Au niveau de la présidence, ils vont aussi mener les enquêtes qu'il faut pour voir s'ils ont réellement la capacité de pouvoir développer ce gaz méthane. Mais ma grande question, c'est que tout le temps, je pense que la dernière fois vous m'avez reçu, vous allez me demander pourquoi le Rwanda exploite, pourquoi pas nous. Mais maintenant, nous voulons mettre les conditions pour que nous puissions exploiter. Les gens se retournent contre nous pour des histoires à dormir debout. Mais il faut que ça se fasse dans la transparence. Ça se fait avec toute la transparence parce que tout ce que nous avons fait, c'est passé en direct de la RTNC. C'est sur le site du ministère. La commission, elle est ouverte. Même vous pouvez vous rendre demain et voir, prendre tout ce que vous pouvez prendre. Au lieu de... Parce que là, vous me ramenez ce qui a été dit d'une façon calomnieuse. C'est ça. Et je n'aimerais pas que juste un exemple. Que nous puissions faire un débat sur ce qui a été... Là où il y a eu la calomnie, là où il y a eu diffamation. Je ne préfère pas qu'on fasse un débat sur ça. J'aurais préféré que
avant l'émission, que vous puissiez vous rendre au niveau de la commission, vous puissiez voir, prendre la loi des hydrocarbures, voir réellement où est-ce qu'on a violé. Si Parce que ce qui a été dit, je vous confirme que nous n'avons rien volé. D'accord. Si vous vous dites victime d'une campagne en international de la part... Ce n'est pas M. Boudimbo qui est victime de cette campagne, c'est la République démocratique du Congo. À travers vous? Oui, à travers moi, parce que je suis... Boudimbo peut partir aujourd'hui. Boudimbo peut ne plus rester ministre des hydrocarbures. Mais les appels d'offres que nous avons lancés, ils vont continuer leur bonhomme de chemin. Parce que c'est une volonté qui vient du chef de l'État, c'est une volonté qui vient de la population. Nous devons vivre aussi de nos ressources. Regardez ce que le pétrole a eu à faire au niveau de Dubaï, comment ça transforme la vie de Dubaï. Regardez les États-Unis. Quand vous êtes à Houston aujourd'hui, il y a des rigs un peu partout. Ils continuent à forer. Pourquoi pas nous ? Monsieur le ministre, je vous cite donc les propos d'un Congolais, Monsieur Jimmy Mo, il est le porte-parole de la plateforme Le Congo n'est pas à vendre. Il a dit « Nous sommes inquiets de la manière dont se passe le processus. Il y a une importante communication du ministère des Hydrocarbures autour de l'appel d'offres, mais il n'y a pas de transparence sur la manière dont les sociétés ont été choisies. Il faut arrêter de sélectionner des sociétés qui n'ont pas les compétences. » Ça s'est passé en direct de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Toutes les sociétés qui ont soumissionné, les enveloppes ont été ouvertes au niveau, tout le monde a vu, c'était en direct. Et nous avons sorti les justificatifs, tout ce qui a été déposé. Ceux qui n'avaient pas rempli les critères, les images sont là, vous pouvez revoir ce qui était passé au niveau de la RTNC. Tout a été fait avec toute transparence. Mais nous n'allons pas non plus commencer à faire un processus, nous mettre sur le boulevard du 30 juin pour dire toute la population, venez, on va s'asseoir, on va commencer, là c'est tel, il a donné ça. On a fait ça à RTNC. Après, c'est un travail technique. C'est ce qui est fait et c'est ce qui continue à être fait. Nous ne pouvons pas vouloir quelque chose et son contraire. D'accord. Vous parlez du succès des appels d'offres. Il y a 2 ans, en émission, on vantait déjà le bien fondé de ces appels d'offres. Mais vu le timing, le temps que cela a pris, aller de report en report. Hier, on parlait plus des blocs pétroliers. Aujourd'hui, on parle des blocs gaziers. Est-ce que vraiment on peut parler de succès quand on n'a pas encore de répondants sûrs entre les mains? Déjà, la première des Presque choses, 2 ans. essayez de vous renseigner au niveau des pays pétroliers, à travers l'Afrique, à travers le monde. Quand on lance ces appels d'offres, même quand on a juste un soumissionnaire et qu'on peut juste octroyer un seul bloc, c'est un grand succès. Pourquoi c'est un grand succès? Vous octroyez un bloc qui vous sort par exemple 80 000 barils jour. C'est le pays qui gagne. Nous avons été très ambitieux. Nous avons lancé 27 blocs pétroliers et 3 gaziers du lac Kivu. Les 3 blocs, le gaz méthane du lac Kivu, c'est un gaz particulier. On ne le trouve nulle part ailleurs. On ne le trouve que chez nous. Donc, c'est à part chez nous, je pense qu'il y a un deuxième pays, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est le processus que nous avons lancé, c'est un processus d'abord très ambitieux. Et de deux, je pense qu'il y a du succès parce qu'au moment où nous parlons, pratiquement sur tous les blocs, il y a des soumissionnaires. Pratiquement sur tous les blocs. Vous parlez des blocs pétroliers ou des blocs pétroliers, des blocs gaziers, puis il y a des soumissionnaires sur tous les... On a même déjà attribué tous les 3 blocs. Gaziers, on le sait. Oui. Je parle des blocs pétroliers. Les blocs pétroliers, je vous garantis que sur tous les blocs, même sur les blocs les plus importants de catégorie A, le bloc 1 et 2, il y a des soumissionnaires. Bloc 1 2 avec l'Angola. Oui, non, du Graben-Albertine. Du Graben-Albertine. Oui, en face de l'Ouganda. Il y a des soumissionnaires. Mais là, je vous donne l'exemple, qui est juste récent. Dernièrement, Perenco a souscrit sur 2 blocs au niveau de l'Ouest. C'est Perenco qui nous a écrit et les 2 autres sociétés qui nous ont demandé de pouvoir repousser un peu les dates pour leur permettre de préparer les cahiers de charge. Mais pourquoi ils demandent d'aller de report en report? Ce n'est pas de report en report. Vous avez plutôt limité le délai. Quand une société demande, parce qu'ils doivent faire, avec le cahier de charge, ils vont nous ramener leur offre. L'offre qu'eux vont nous ramener, moi, étant ministre, je dois le présenter au Conseil des ministres et la population congolaise doit savoir ce que nous gagnons par rapport à tel ou tel. Le cahier de charge était disponible, il était connu. Non, nous avons reçu une émission. Le cahier de charge de la République démocratique du Congo. Oui. Maintenant, eux, ils doivent nous faire leur offre. Que voilà, nous prenons ce bloc en termes simples. Si nous le prenons, nous donnons ça par rapport à la population, les riverains, nous donnons ça par rapport à l'État, nous donnons autant en termes de bonus et signatures pour que nous puissions démarrer les discussions. Et tant que société responsable, ils doivent se préparer. S'ils demandent un délai qui n'est que logique, nous ne pouvons qu'accorder. Exploiter tout ce qui est bloc pétrolier, tout ce qui est hydrocarbures, ça ne se fait pas en 48 heures. Pas du tout. Il y a des soumissionnaires aujourd'hui. Il y a des soumissionnaires. Je répète encore. Qu'est-ce qu'on attend? Oui.
là, pour la voie ouest, les 3 blocs de l'ouest, nous avons pratiquement fini, à part la mission qui se trouve actuellement en Guinée-Conakry pour cette dernière société. Nous avons déjà, la mission, elle est partie vers Perenco, elle était partie vers la Sonatrach, elle était partie vers Kobil, elle était partie vers une société nigérienne dont je n'ai pas le nom en tête. Ils ont fait leur travail, nous avons reçu et nous avons répondu. Nous avons fait une présélection. Maintenant, le reste, c'est en train de suivre son bonhomme de chemin. Parce que si on ne le suit pas, déjà, ceux qui sont en train de le calomnier vont dire ce qu'ils vont dire. Et quand je reviendrai ici, vous allez me dire que vous n'avez pas suivi ce que la loi de 2015 ou le décret de 2016 vous demandait de faire. Donc, nous sommes en train de suivre les normes pour que les choses se passent avec toute transparence et que les choses soient... Quand est-ce que nous aurons des résultats concrets pour ce qui est des blocs pétroliers? Et palpables. Et palpables, je pense que par rapport à l'Ouest, si ça nous prend beaucoup de temps, c'est 3-4 mois. Si ça nous prend beaucoup de temps, je dis bien. Ça, c'est par rapport au bloc de l'Ouest. Aux blocs qui sont au niveau du centre ou de l'Est ou du Sud-Est, il faut compter milieu de l'année prochaine, plus ou moins. Parce que quand on parle par exemple des 2 blocs, le bloc 1 et 2, c'est un potentiel de 5 milliards de barils jour qui a été prouvé par des études. Et ces blocs-là, en termes de bonus de signature, ces 2 blocs, à tous les deux, il faut compter au moins 1,5 milliard de dollars en termes de bonus de signature. Ces 2 blocs, pour pouvoir bien les exploiter, il faut voir, calculer et faire le travail pour voir par où on va faire évacuer l'huile, par où on va faire évacuer le brut. Et c'est tout le travail qui est en train d'être fait. Dernièrement, je suis même en Ouganda, parce que la partie ougandaise, nous avons discuté avec eux pour que nous puissions participer au pipeline qui est en train d'être fait de l'autre côté, de façon que quand on va commencer l'exploitation et que notre huile puisse passer dans notre brut. Celui qui se passe de l'autre côté de la frontière, à l'époque, c'était le cas notamment de Tullow qui voulait acquérir du pétrole congolais. Celui qui exploite du côté ougandais est-il le même que celui qui propose le côté congolais? Ça, je ne peux pas entrer dans ces détails parce que quand on parle des appels d'offres, il y a des aspects qui sont d'une certaine confidentialité qu'on ne peut pas non plus mettre sur la place publique parce qu'après demain, on dira que je suis en train de violer ce que nous avons signé. Nous recevons les demandes, on ne le sortira que le moment venu. Je ne peux pas commencer à dire, voilà, c'est M. Rodrigue qui a... Mais idéalement, ce serait bien que ce soit la même société ou pas? Non, idéalement, pour nous, le plus important, c'est que comme il y a des souscriptions, que nous puissions, au final, avoir le gain de cette exploitation. Monsieur le ministre, avant peut-être de clore ce chapitre concernant les blocs pétroliers et gaziers, je voudrais comprendre, la RDC se dit victime d'une campagne depuis qu'elle a mis en vente ou aux enchères ces blocs. Ces blocs, merci beaucoup. Je ne comprends pas. Quand je dis aux enchères, parce que c'est pas une vente, c'est même pas une vente aux enchères. Je comprends. C'est la traduction à exploitation. Voilà. Voilà. Les études ont été menées en amont, qui prouvent qu'on a du potentiel, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des investisseurs du secteur qui devraient logiquement être intéressés, mais pourquoi ils ne viennent pas ? Pourquoi ils ne viennent pas et pourquoi vous pensez que c'est une campagne contre le pays? C'est vous qui dites qu'ils ne viennent pas. Je viens de dire qu'ils viennent. Parce qu'un investisseur qui a la possibilité de gagner de l'argent sur une exploitation pétrolière... Ils ont souscrit. Mais nous savons aussi le contexte politique. Il y a aussi une certaine mauvaise foi parce que nous avons vu une grande société, un major, comme vous l'avez dit tantôt, devant le Sénat de son pays. Le numéro 1, ce major, a prétendu qu'il ne viendra pas au Congo pour des raisons évidentes. Mais ce même major, ils sont au Mozambique alors qu'il y a pratiquement une rébellion là-bas. Et là où ils sont en train d'extraire le gaz, ils sont sécurisés par l'armée rwandaise. Oui, mais c'est dû à quoi? Laissez-moi finir. Est-ce que vous avez essayé de comprendre? Est-ce que je peux finir? Je vous en prie. Là où ils sont en train d'exploiter, ils sont sécurisés par l'armée rwandaise. Actuellement, le Congo est en guerre avec le Rwanda. On ne va pas le cacher. Le président Kagame nous attaque et tue notre population. Alors, vous imaginez des gens qui sont protégés par le Rwanda. Est-ce qu'ils pourront dire quelque chose de positif? Mais je vais vous faire une révélation. Il n'y a même pas 2 ans, en 2021, le président du Rwanda a demandé à ce que je puisse se rencontrer pour qu'il puisse faciliter la transaction entre le bloc 1 et 2 avec cette société-là. Total. Donc c'est le Rwanda, à travers son président. C'est le Rwanda qui a et je le dis, non, je ne parle, c'est pas ça. Mais je vous fais une révélation. Et j'ai fait rapport à mon chef.
Et comme mon chef est tellement démocrate, il a dit, monsieur le ministre, vous êtes le ministre, prenez vos responsabilités. Je ne suis pas parti. Il y avait le jet privé du président Kagame qui était à l'aéroport de Njili pour me prendre, pour que j'aille négocier avec lui. Et pour ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas venir ici pour des raisons évidentes, qu'ils l'ont dit devant leur Sénat ou leur Assemblée nationale. Mais donc, c'est juste pour vous dire que... au bout de la logique, monsieur le... La logique, elle est simple. Le Rwanda empêche Total de venir ici. Ça, c'est vous qui le dites. La logique, elle est simple. Le Congo a son pétrole. Le Congo doit jouir de son pétrole. Il y a des gens qui ne veulent pas que nous puissions jouir de notre pétrole pour une raison, une autre. Là, je vous donne parmi tant d'autres raisons. Ça, je vous donne une raison, mais il y en a tant d'autres. Aujourd'hui, il y en a qui pensent que si on commence à exploiter, nous allons bousiller tout ce qui est tourbière au niveau de l'Équateur, nous allons bousiller l'environnement. Mais nous aimons la vie. Mais nous voyons quand même en Suède, les gens savent sortir leur pétrole d'une façon responsable. Pourquoi on ne le ferait pas ici ? Il y a toujours moyen qu'on le fasse ici. Mais ce sera irresponsable pour nous demain que nous puissions ne plus être là et que cette population ne puisse pas jouir de ce qu'il a en termes de potentiel pétrolier. Alors que nous savons que même l'économie des États-Unis est purement, et l'essor des États-Unis, c'est le pétrole. Si Total, c'est un problème, qu'en est-il des autres ? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des soumissionnaires, mais je ne peux pas commencer à citer leur nom tant qu'on n'a pas encore ouvert les plis. Là, on parle de pétrole. Récemment, nous étions à l'Est, à Kolwezi, où on parlait cuivre et cobalt. Le cobalt congolais est lui aussi très mal coté. Est-ce que selon vous, il y aurait, en ce qui concerne les matières premières, une entente internationale contre la RDC ? Je ne suis pas en mesure de confirmer ou d'infirmer ce que vous avez dit. Je pense que quand vous aurez ma collègue Maman Samba Demine, elle pourra mieux répondre à cette question parce que je suis vraiment focalisé sur les hydrocarbures. Donc je pense que par rapport aux mines, par rapport au cobalt, je ne préfère pas répondre. Monsieur le ministre, parmi les objectifs de votre ministère, il y a également celui que j'ai repris ici, suivi et contrôle de la commercialisation des produits des hydrocarbures. Après 2 ans à la tête de ce ministère, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour améliorer la couverture en hydrocarbures en République démocratique du Congo ? Nous avons renforcé la brigade des hydrocarbures qui est maintenant très visible. Et avec cette brigade, nous avons fait des contrôles un peu partout où nous sommes pratiquement en train de boucher là où les produits de contrebande entrent, que ce soit à Lufu ou du côté de Yachi, du côté de Mwanda. Ça, nous avons fait quelque chose. Nous avons impulsé pour que nous puissions avoir le marquage moléculaire à travers la République. Dieu merci, le Premier ministre a signé. On a eu l'approbation du Premier ministre, je pense, il y a 1 semaine, qui permet que nous puissions marquer tous nos produits. Parce que quand nous marquons nos produits, nous savons tracer les produits qui ne sortent pas de la contrebande, dont nous savons, en fait, mettre... On peut le tracer, mais on le contrôle comment ? Une fois qu'il est mis en vente ? Mais il est mis en vente parce que nous, on a tracé. Une fois qu'il est mis en vente, on sait que c'est le bon produit qui est mis en vente. Quand il y a des contrôles, quand le produit n'est pas marqué, c'est que ce n'est pas le bon produit. Donc ça permet que nous puissions savoir réellement ce que nous avons pu mettre... Contrôle dans les stations. Stations, même dans les entreprises, on le fait. Oui, mais et vous allez voir que... Parce que le problème s'est posé, on parle de distribution à Mbuji-Mayi. Oui. À Mbuji-Mayi, où nous nous sommes bien rendus compte que parce qu'il est trop cher, parce que le pétrole congolais est trop cher, il s'approvisionne en Afrique du Sud. Le reportage a été diffusé sur Top Congo FM. La loi des hydrocarbures n'empêche pas que nous puissions acheter le produit en Afrique du Sud ou dans notre pays. Oui, il s'agit, semble-t-il, des privés qui importent. Les privés, s'ils ont tous leurs titres, s'ils ont leur contrat de fourniture, ils peuvent importer au Congo. Là n'est pas le problème. Le problème est qu'ils doivent apporter les produits qui répondent aux spécifications de la République démocratique du Congo. Et que vous marquez. Et c'est ça notre rôle. Le marquage, à un moment, il n'était qu'à l'ouest. Nous venons d'avoir l'approbation pour qu'il soit au niveau national. Et bientôt, le marquage se fera partout. Et c'est là qu'on pourra voir le produit qui a payé toutes les taxes, le produit qui est venu proprement et qui répond réellement aux normes. Monsieur le ministre, vous parlez de quelle brigade ? La brigade dont vous étiez incapable de me donner l'effectif dernièrement, où vous évoquiez d'ailleurs les difficultés que vous avez eues à recruter et à prendre en charge les éléments de cette brigade-là. Émission du 30 novembre 2021. Oui, tout à fait. Je répète encore tout à fait, le 30 novembre 2021, j'avais 6 mois, 6-7 mois au niveau des hydrocarbures. Il fallait resserrer cette brigade, il fallait être sûr de ce qu'on mettait en place. Cette brigade qui est composée des agents du ministère des hydrocarbures, des agents du ministère de l'économie, des agents
agents de l'ANER et ceux du parquet. Et c'est même cette brigade que nous sommes en train d'agrandir. Et cette brigade est en train de faire un travail remarquable. Parce que sans cette brigade, je pense que tous les produits de contrefaçon, on aurait eu ça. La contrefaçon a repris du poids de la bête aujourd'hui? Non, pas du tout, parce que nous venons de fermer plusieurs entrepôts. Je le tiens des pétroliers. Non, nous venons des pétroliers. Vous ne pouvez pas me dire ça parce que avant cette brigade, avant le marquage, quand le volume déclaré ne dépassait pas 35 000 mètres cubes le mois à l'ouest du pays. Aujourd'hui, nous sommes entre 45 à 60 000 mètres cubes le mois à l'ouest du pays. Donc ça veut dire que la brigade fait son travail et que nous arrivons réellement à tout mettre ensemble pour que nous puissions, pour que la République, le Trésor public puisse reprendre ce qui est à lui. Et la brigade fait un travail. Puisque vous parlez de volume, retour à l'émission, parce que là vous parlez de volume, c'est peut-être là-dessus qu'on va pouvoir bien vous jauger. À l'ouest du pays, vous parlez aujourd'hui de combien? À l'ouest, on est entre 45 000 à 60 000 mètres cubes, ça dépend des mois. Vous parliez de 53 000 mètres cubes il y a 2 ans. Au sud, vous parlez de entre 62 et 64 000 mètres cubes. À l'est, supérieur à 40 000 mètres cubes. Il n'y a pas trop de différence. Oui. Peut-être même voir. Au sud, actuellement, on est entre 120 000 à 160 000 mètres cubes le mois. Oh. Oui. Mais à l'ouest, pas beaucoup de changements. Et à l'ouest, on est à moins plus de 15 000 de changements. Et je peux encore vous donner d'autres chiffres. En 2021, quand je suis arrivé, les recettes que les hydrocarbures ont rapportées au niveau de la République démocratique du Congo, c'était 296 milliards, 221 millions, 953 692. À l'époque, à peu près 1,5 milliard. Oui. En 2022, c'est 403 milliards, 0,97 millions, 011 197. Avec une dévaluation du franc congolais de 30%. Oui, mais on a gagné pratiquement le double. Et actuellement, c'est vrai que nous avons quand même connu assez de problèmes parce qu'il y a eu rupture du Sea Line par rapport à la sortie de brut. Et même au niveau de offshore de Perenco, on n'a pas pu faire le travail qu'il fallait. Et je pense qu'on a même perdu tout un mois par rapport à la production. Donc ça fait que là, par rapport au premier trimestre, nous sommes encore à 150 000 milliards. Mais le temps que nous finissons l'année, on verra là où on sera. Ma question, c'était l'amélioration de la couverture en hydrocarbures. Il y a dedans la fluidité dans la circulation des carburants. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer la circulation des carburants en termes de quantité et en matière de sécurité à travers le pays? Parce que ça fait partie. Déjà, la première des choses, je sais que vous avez une belle voiture, mais pendant que le Nigeria est son pays producteur, nous avons vu des fils et des fils pendant des mois. Même le Congo-Brazzaville, nous avons vu des fils. Mais ici, c'est arrivé peut-être pendant 24 ou 48 heures. Le reste, vous savez vous servir au niveau des stations, vous savez rouler. Donc, nous avons garanti certaines choses. Les accidents peuvent arriver par rapport au transport pétrolier, mais si vous regardez, c'est plus parce que quand on parle de transport en tout ce qui est pétrolier, en tout ce qui est hydrocarbures, c'est transversal. Parce qu'il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère du Transport. Nous, de notre côté, vous verrez qu'on a fait un travail remarquable. Et même l'accident malheureux de bypass, quand on a suivi, nous avons pu retracer ce qui était réellement arrivé au niveau des hydrocarbures. Et il y a eu des sanctions au niveau des hydrocarbures. Je pense qu'à ce jour, il faut quand même qu'on déboule un peu beaucoup. Parce que nous sommes en train de faire un travail remarquable. Aujourd'hui, vous sortez dehors. Demandez même à un jeune qui vend des cacahuètes, posez la question s'il connaît le ministère des hydrocarbures. Il vous dira oui, je connais le ministère des hydrocarbures. 5 ans en arrière. Parce qu'il y a eu des catastrophes. Non, pas du tout. Parce qu'il y a eu des catastrophes qui vous ont mis en lumière, pas vous êtes exprimé régulièrement. Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu moins de catastrophes depuis que nous sommes là. Mais au niveau des hydrocarbures, il y a eu moins de catastrophes. Parlons un peu. S'il vous plaît, je voudrais justement que le ministre insiste sur ça. La sécurité et la fluidité. L'accessibilité des habitants de certains recoins du pays en carburant. Ça fait partie des stratégies que vous devriez arrêter. Nous avons fait une table ronde avec le gouverneur de province, sur toutes les provinces enclavées, entre autres le Sankourou, parce que depuis que nous sommes arrivés, le Sankourou n'avait pas de station. Mais dans quelques jours ou quelques semaines, peut-être, disons, maximum dans quelques mois, dans un délai, en tout cas, dans un futur très proche, le Sankourou va avoir des stations. Ça viendra par où ? Vous allez voir. Ça viendra comment ? Parce que même déjà en Mbuji-Mayi, c'est compliqué. Non, en Mbuji-Mayi, il y a des stations. Oui, mais c'est très compliqué. Il y a des stations en Mbuji-Mayi. Il y a un moment où on a connu le problème parce que le Mbuji-Mayi est ravitaillé à travers la SNCC par le sud ou à travers le fleuve
à partir de Kinshasa. Il y a eu un problème par rapport au wagon citerne, chose qui a déjà été arrangée. Et je pense que nous avons un opérateur Camol qui s'est réellement basé que sur Mbujimayi. Et là, actuellement, les choses sont en train d'aller de mieux en mieux. Mais on ne peut pas redresser quelque chose qui a été brisé pendant des années, pendant plus de 18 ans, pendant plus de 60 ans. On ne peut pas, pendant plus de 32 ans, on ne peut pas le faire en une journée ou en un mois parce que nous ne sommes pas des magiciens. Ce n'est pas pour dire que non, voilà, c'est eux qui ont fait n'importe quoi, mais nous sommes en train de réparer ce qui a été détruit. Et le faire, ce n'est pas en claquant les doigts. Laissez-nous travailler, encouragez-nous, c'est la moindre des choses. On va vous laisser travailler, mais vous êtes aussi... Les questions vous appuyez beaucoup. Failles, c'est aussi pour vous rappeler, vous interpeller. Tout à fait. Pas forcément pour vous enfoncer. Tout à fait. S'il y avait des dispositions par rapport aux accidents sur la route du Congo central, il n'y aurait peut-être pas eu bypass. S'il y avait des mesures prises là-bas et un suivi permanent, il n'y aurait pas eu bypass. S'il n'y avait pas cette brigade que je supervise, cette brigade qui contrôle au niveau de la Nationale 1, qui contrôle sur le Congo central, aujourd'hui, on allait avoir plus d'accidents. J'ai dû même me déplacer personnellement. Les images sont là. Je suis descendu sur le terrain pour voir comment les gens transportaient les produits pétroliers dans des conditions qui ne sont juste pas acceptables. Et des dépôts ici, vous en avez fermé? Mais nous en avons fermé tout plein. Ouvert juste derrière. Mais nous continuons à faire. Nous continuons à faire parce que quand la mentalité de notre population, parce que la population veut trouver peut-être des moyens pour vivre, quand ils le font, quand on ferme, il y en a qui ouvrent, mais on va continuer à fermer, on va continuer à sévir. On ne va pas non plus baisser les bras parce qu'il y a tel qui a ouvert. C'est une question de mentalité et je pense qu'au fur et à mesure, nous sommes quand même en train de faire un travail remarquable. Vous verrez que même en termes d'accidents, de tout ce qui est lié aux produits pétroliers, ça diminue. Mais ce n'est pas qu'en RDC. Au Cameroun, il y a même eu une raffinerie qui a eu à brûler. Dans d'autres pays, nous avons vu des camions citernes qui ont causé des dégâts terribles. Mais c'est comme si quand il y a une catastrophe qui arrive en RDC, voilà, ils ont mal fait leur travail. Parlons Finalog, s'il vous plaît. Fin contrat 2025, ça c'est l'expert de la République. Vous allez prolonger ce contrat, vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer à cet horizon-là? Le Finalog, c'est d'abord transversal parce que quand on parle de Finalog, on doit aussi parler du ministère du portefeuille parce que c'est dans le portefeuille de l'État. Mais je pense qu'à mon avis, on ne doit pas reconduire. À mon avis, nous devons refaire une société nationale de pipeline et je pense qu'avec ce que Finalog va nous léguer, qui n'est pour moi, qui n'est pas vraiment dans les normes, nous devons le remettre en état pour pouvoir être plus ou moins autonome. En tout cas, ça, c'est mon avis. Parce que déjà, là, nous apprenons qu'ils sont en train de liquider beaucoup de biens pour dire que des biens non essentiels. Mais nous, au niveau des hydrocarbures, nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est comme ça que je dois avoir une réunion avec ma collègue du portefeuille pour que nous puissions un peu voir comment essayer d'arrêter ça et de façon que quand nous allons répondre Finalog, que nous puissions répondre Finalog avec tous ces qui sont censés avoir Finalog. Parlons de la commercialisation. Depuis le 30 novembre 2021, oui, c'est notre date de référence, là, quand nous vous recevions la fois dernière, le prix à la pompe du carburant a sensiblement augmenté. En francs congolais, c'est normal puisque l'évolution se fait par rapport au dollar, mais aussi en dollars. Et le manque à gagner. Les pétroliers se plaignent. Ils disent 500 millions de dollars de non payés par le gouvernement. Alors pourquoi? La question on la pose. C'est vrai que c'est... Nous sommes à 420 millions jusqu'à décembre 2022. Et décembre 2022, oui, cette année, les chiffres... fin 2023. Là. Oui, donc cette année, ça n'a pas encore été certifié. Mais je pense que ce soit M. Lusakwe ou M. Thierry Kamboudi, à chaque fois que vous passez au niveau d'une station, quand vous servez en termes de carburant, sachez que l'État congolais met peu de 3. Non, tout ça on le sait, mais comment faire pour que les pétroliers n'aient pas à se plaindre de ne pas toucher leur manque à gagner. Dans d'autres pays, le carburant est une source de taxes pour le pays. Premièrement, comment faire en sorte? Et deuxièmement, comment faire en sorte que ce carburant il soit meilleur marché? Parce que la population, il y avait des problèmes dernièrement au Katanga, il y avait des problèmes dernièrement au Kivu. La population, parce qu'ils étaient fâchés. La population congolaise a été appauvrie. La population congolaise est pauvre. Aujourd'hui, si on mettait la vérité des prix et que l'État puisse gagner les taxes à travers les produits pétroliers, le litre ne serait pas moins de 5 000 francs congolais. Essayez de voir l'impact que ça va avoir. Parce que si le prix augmente, le litre à 5 000 francs congolais, les denrées alimentaires vont augmenter. Tout, la vie
la vie va changer. Le chef de l'État ne veut pas que sa population puisse souffrir plus que ça. D'où cette subvention. Oui, mais le risque, c'est aussi qu'à terme, les pétroliers décident de ne pas... Ils avancent beaucoup d'argent. Nous avons toujours payé les pétroliers. Les manques à gagner n'ont pas commencé aujourd'hui. On a toujours su les payer. Là, nous sommes même en discussion. Nous sommes en train d'atterrir. On va encore les payer. Mais c'est une volonté politique pour le bien-être de la population. C'est vrai que quand vous parlez des prix par rapport à la pompe, le prix des produits pétroliers à la pompe, il y a l'erreur qui se fait. Les gens disent que c'est les hydrocarbures qui décident. Non, ce n'est pas les hydrocarbures. C'est le ministère de l'économie. Mais qui tiennent aussi compte de 2-3 recommandations des hydrocarbures parce que nous discutons en permanence pour que les prix soient fixés. Mais je vous le dis et je vous le redis encore, nous sommes dans un pays où par la politique du gouvernement, par la volonté du chef de l'État, nous facilitons à la population pour que les choses n'aillent pas dans tous les sens à cause du prix du carburant. Parce que, comme je le dis, si on doit faire la vérité des prix, nous sommes à plus de 5 000 francs congolais par litre. Et peu pourront suivre. Le transport va grimper, il va quitter 500 000 francs, il sera peut-être à 3 000 à 4 000 francs. Il n'y a aucune autre politique possible que d'endetter ou d'accumuler les dettes auprès des pétroliers. La politique possible, c'est celle des appels d'offres que beaucoup combattent. Parce que demain, si nous commençons à exploiter, à sortir notre pétrole, nous allons le raffiner sur place, ce sera notre produit à nous. Nous n'aurons plus de problème parce qu'on mettra le prix que nous voulons pour notre population. Oui, mais ça, c'est à l'horizon 2030, pas avant. Mais pour arriver à 1000, il faut commencer par 1. Un jour, on sera en 2030 ou en 2027. Il faudra que les choses soient bien en ce moment-là. Oui, mais est-ce qu'il n'y aura pas un jour où les pétroliers vont dire stop et où le pays va se retrouver bloqué? Ils l'ont fait plusieurs fois. J'ai donné des exemples au Katanga, au Kivu, c'est récent. Mais je le dis encore, il a fallu les pétroliers, une délégation ministérielle aille les convaincre. Les pétroliers sont nos partenaires. C'est le travail des ministres. Que ce soit en France, que ce soit partout. Dernièrement, nous avons vu qu'en France, ils ont voulu mettre une subvention où les pétroliers ont dit niet. Ils ont besoin de renouveler leur stock. C'est passé à la télévision. Ce sont vos partenaires, mais c'est d'abord des opérateurs économiques. Je le dis encore, en France, l'Hexagone, la grande France, où le président Macron a demandé qu'il y ait une subvention et que les pétroliers n'aient pas d'intérêt. C'est passé à la TV, sur France 24, c'est passé partout. Les pétroliers ont dit niet. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit aux pétroliers? Même si vous travaillez à perte, l'État va finir par compenser. L'État congolais a plusieurs façons de compenser. On peut compenser en termes de taxes, il y a 1000 façons de compenser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, nous finissons toujours par payer les pétroliers car ce sont nos partenaires. Oui, mais en termes aussi de politique. Est-ce que la planification, le ministre des Finances qui était ici à votre place il y a quelques jours se plaignait de la planification congolaise, est-ce qu'en termes de planification, le Congo n'achète pas son pétrole au prix fort? Parce que souvent, ne prenant pas le temps de commander tôt pour avoir la possibilité de négocier les meilleurs prix et étant obligé souvent d'acheter ce qui est disponible au port de Matadi ou dans les environs, ce qui est plus cher. Le Congo n'achète pas le pétrole directement. Dans la politique congolaise, le marché est quasi libre. Le gouvernement congolais, parce que beaucoup pensent que c'est le ministre des Hydrocarbures qui achète le produit pétrolier pour le Congo. Non, n'achetons pas. Sonahydrac, je parle de Sonahydrac a une certaine indépendance plutôt. Oui, mais de cette indépendance qui la pousse, il y avait eu certains accords financiers qui avaient été conclus avec des banques locales pour permettre plus de fluidité. Oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Est-il que les pétroliers, ou en termes d'approvisionnement du pétrole, le Congo achète encore son pétrole trop cher? La Sonahydrac, comme je dis, a une certaine indépendance. Pour que la Sonahydrac achète, ce n'est pas le gouvernement qui part acheter le produit pour le compte de la Sonahydrac. La Sonahydrac achète comme Kobil achète, comme Engen achète, comme Total achète. Si jamais la Sonahydrac achète plus cher, ça, c'est qu'il y a un problème au niveau de la Sonahydrac. Si Engen achète plus cher, ça, c'est un problème du premier niveau de la gestion de l'entreprise. Mais au niveau du gouvernement congolais, on ne peut dire que nous achetons plus cher parce que le gouvernement n'achète pas des produits pétroliers. Les seuls achats qui ont été faits, c'est dans le terme de
dans le cadre du stock stratégique. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place sur recommandation du chef de l'État par rapport à toute la période électorale pour que nous puissions avoir du stock stratégique physique au niveau du pays. Qui est toujours très faible. Hein. La capacité de stockage est encore très faible. Oui, mais je pense qu'actuellement, c'est vrai que ça a un peu baissé, mais nous sommes à près de 73 jours pour le gasoil. Le jet, avec les bateaux qui sont en train d'arriver, on sera dans les 40 et quelques jours pour le jet. Pour l'essence, je pense, le 166 jours. Là où d'autres pays sont à 2 à 3 ans de stock. Oui, bon, ils n'ont pas connu ce que nous avons connu pendant 18 et 32 ans. Donc, laissez-nous refaire le pays aussi, qu'on puisse un peu remonter. Parce qu'au moins, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes de réserves, c'est mieux qu'il y avait quelques années. Parce que, il y a quelques années, les réserves que la RDCAT avait étaient de 5 à 6 jours. On n'avait même pas de réserve d'un mois. Donc, et là, on a quand même plus que ça. C'est vrai qu'il y a des problèmes de paiement, de manque à gagner, que nous sommes en train de résoudre, qu'on ne peut pas nier, que nous sommes en train de résoudre, mais il y a aussi des efforts qui sont consentis, qui sont faits par le gouvernement. Cette question du manque à gagner, on doit la poser à vous ou au ministre des Finances? C'est transversal, mais je pense qu'il faut plus poser au ministre de l'économie parce que c'est plus par rapport à la structure des prix, mais je pense que c'est transversal et nous traitons cette question à 3. Nous venons même de signer un arrêté interministériel. Justement. Nous avons signé un arrêté interministériel entre le ministère des Finances et de l'économie. Les disent que vous ne respectez pas. Nous avons signé un arrêté ministériel et nous sommes en train de lever des fonds pour pouvoir payer les pétroliers. Mais vous savez qu'il y a des contraintes administratives qui font que ça peut prendre du retard, mais ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas ou on ne va pas le faire. On l'a toujours fait. 45 minutes d'émission, merci à vous. L'édition spéciale n'est malheureusement pas encore à son terme, on n'a pas terminé tous les sujets. 30 novembre 2021, 4,5% du potentiel exploité. On n'est toujours pas membre de l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, mais vous nous promettiez il y a 2 ans qu'on n'en serait pas là. Où en est-on aujourd'hui? Déjà, avant que nous soyons au ministère des hydrocarbures, il y avait le problème de la ZIC, la zone d'intérêt commun avec l'Angola, où il y a eu des négociations sur négociations. Il n'y a pas eu d'évolution. Aujourd'hui, il y a évolution. Aucune évolution en 2 ans. Aujourd'hui, il y a évolution. Nous avons signé l'accord de gouvernance. Au moment où nous parlons, il y a des équipes qui sont en train de discuter directement avec Chevron, avec la partie angolaise. Je me rends ce week-end en Angola. Les discussions vont continuer et dans un futur très proche, il y aura la signature du CPP entre la République démocratique du Congo, l'Angola et Chevron. Ce qui pourra faire enlever ce que nous produisons 24 000 barils par jour, on sera peut-être au-delà, on sera peut-être à 60-80 000 barils par jour. C'est le Congo qui va gagner. Donc il y a évolution. Donc les Congolais ou les Angolais continuent à pomper notre pétrole et à... Il ne faut jamais confondre. Il y a 2 sujets. Parce que beaucoup confondent. Il y a la ZIC, zone d'intérêt commun, par rapport à tout ce qui est pétrole, et il y a le plateau continental. Ça règle, c'est tout ce qui est au niveau des frontières, au niveau des bornes. Ça, c'est plus le ministère de l'Intérieur. Il y a même une commission qui a été mise en place depuis des années. Pas d'évolution de ce côté-là. Je ne dirais pas ça. Le ministère de l'Intérieur sera bien mieux placé pour vous répondre par rapport à ça. Mais moi, je parle des hydrocarbures. Nous avons pu avancer. Et ce que nous sommes en train de mettre en place, ça n'a jamais été fait. Et bientôt, les retombées seront visibles. Avancer, ça veut dire quoi? Avancer, c'est que nous avons déjà signé. Concrètement, par rapport à ce que vous avez dit il y a 2 ans. Nous avons signé l'accord de gouvernance. Le ministre angolais Diamantino était venu à Kinshasa. Nous l'avons signé. Malheureusement, par la volonté du chef d'État et du Premier ministre, on n'a pas voulu le faire passer en direct parce que c'est arrivé le jour où mon ancien collègue et grand frère Chérubin Okinde avait été tué, était décédé. En tout cas, oui, c'est ce jour-là que nous avons signé cet accord de gouvernance. C'est une première. Qui dit quoi? L'Angola reconnaît? L'Angola accepte? L'Angola a accepté que nous puissions exploiter le bloc 14 ensemble. Donc là, nous sommes en train de discuter avec Chevron pour que nous puissions commencer le travail et que le Congo puisse gagner en termes de bonus et signatures. Et ce que nous avons négocié à ce jour, nous sommes à 50-50 entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Le bloc 14, c'est 300 000 barils jour, vous avez dit. C'est plus ou moins ça. 4,5% du potentiel exploité, donc pour le moment, on en est toujours là. 24 000 barils jour produits par Perenco. Là, il n'y a pas d'évolution. Dans 12 000 pour le gouvernement. Dans 12 000 pour le gouvernement. Pour la RDC, non, mais attention. pour la RDC. Je vais aller directement à la question. Ça n'a pas bougé?
Juste, ça n'a pas bougé. Pourquoi ça n'a pas bougé? Parce que, logiquement, on devait lancer l'audit. L'audit n'a pas pu être fait pour certaines raisons. Et ça va se faire dans les mois ou les semaines à venir. Vous le disiez il y a 2 ans qu'il fallait des moyens pour savoir combien nous produisions vraiment. Tout à fait. Et je pense que le ministère des Finances est en train de mettre en place ces moyens pour que l'audit à travers la société Octogone puisse commencer. Et c'est à l'issue de cet audit-là que nous pourrons voir réellement la vraie production journalière. Parce que c'est à ces chiffres que nous trouvons. C'est vrai que ce n'est pas au ministère des hydrocarbures d'aller voir les sorties parce que nous avons l'OCC, il y a beaucoup de services qui sont là. L'OCC qui, on le disait là déjà il y a 2 ans, n'est pas en mesure de vraiment... C'est des chiffres déclaratifs. Voilà. Je pense plus ou moins. Mais le ministère a prévu de pouvoir auditer cette production et la sortie du brut et ça va se faire dans un futur très proche. Monsieur le ministre, je voudrais, avant que l'on termine, que l'on parle un peu plus de la sécurité de la population, la problématique des stations-service, la problématique de la vente du carburant par les Kadhafi. Ouais. On banalise peut-être cela, mais je passe dans un coin de rue de Kinshasa, je vois un Kadhafi avec des bouteilles de carburant en train d'exposer et juste à 0 mètre de lui, une maman qui grille d'une piodi ou du poulet. Toutes les autorités passent, on néglige. Alors que c'est très très dangereux parce que c'est des produits inflammables. Aujourd'hui, la prolifération des stations-service, je ne veux même pas vous les rappeler parce qu'on en parlait il y a 2 ans ici, apparemment ça n'a pas évolué. On se réveille un matin, il y a une station qui sort des terres ici, et ainsi de suite. Qui est en plus une station située à côté des habitations. Je pense que M. Thierry Kamboudi est bien placé pour confirmer que ça a évolué. Parce que la dernière fois, quand nous avons fermé les stations, certaines stations, des dépôts de carburant, quand il y a eu des déclarations, c'est passé au niveau du Top Congo. Il y a eu des auditeurs qui ont laissé des messages pour dire qu'ils sont des Kadhafi, ils vont vivre avec quoi? Papa, il y a eu tout ça. Ouais. Il y a eu tous ces remous. Et j'ai dit ici que pour la sécurité de la population, le gouvernement ne devrait pas reculer. Tout à fait. Donc, on n'a pas reculé. Parce qu'au moment où nous parlons, les Kadhafi, leur corporation, ils sont... nous avons mis une commission en place entre le ministère des hydrocarbures et celui de l'Intérieur. Il y a eu des séances de travail. Au moment où nous parlons, les Kadhafi et ceux les agents des hydrocarbures et ceux du ministère de l'Intérieur, ils sont en train de trouver... un endroit pour aller stocker en dehors de la ville de Kinshasa. Et je pense que le rapport que j'ai vu hier, ils ont trouvé un grand terrain au niveau de Maluku et c'est au niveau de Maluku qu'on va délocaliser tout ça. Donc, il ne faut pas vouloir quelque chose en contraire. Nous sommes en train de faire ce qu'on doit faire, mais après, nous sommes insultés. J'ai même vu à un moment, il y a eu certains de nos honorables qui sont venus pour prendre la part des Kadhafi. Mais nous, on n'est pas rentré en arrière. Nous avons continué et nous allons... Donc, tous les Kadhafi de Kinshasa iront vendre leur carburant à Maluku. En tout cas, tous les dépôts qui ne répondent pas aux normes, ils vont sortir de la ville de Kinshasa. C'est ce qui a été pris comme décision. Alors que le Kadhafi, sa fonction, c'est de vendre du carburant au moment où toutes les stations n'en vendent plus. Déjà, quand on parle de Kadhafi, c'est de la contrebande. Ça, c'est notre avis. Donc, quand on va pourquoi alors ne pas directement les interdire? Mais c'est ce qu'on fait. Mais quand vous interdisez et que quelqu'un vous explique qu'il vit de ça, vous lui demandez de se conformer. Pour se conformer, on a eu à leur demander de pouvoir changer leur façon de transporter le produit de là où ça vient. Parce que le produit peut venir de l'Angola. Quand ça vient de l'Angola, ça paie le taxe. Nous devons vérifier la spécificité et voir là où est-ce qu'ils ont acheté ce produit-là. Après, on peut laisser passer le produit si tout est en ordre. Et le produit ne doit pas être stocké à Kinshasa. Ça doit être stocké dans les normes. Mais je n'arrête pas d'enfermer. Il y a même une station qui est sur 24 novembre en face de l'Académie de Beaux-Arts. Monsieur le ministre, merci. Avant de terminer, une dernière question hydrocarbures et un peu de politique quand même, parce que vous êtes quand même membre de l'Union Sacrée. On voit beaucoup ces derniers temps une hausse du budget du fait des mines. Vous avez lancé les blocs. Combien pouvez-vous nous promettre ou nous dire que le Congo va générer en plus à terme, dans quel terme d'ailleurs, si tout ce que vous avez mis en place fonctionne? Jusqu'ici, c'est 10% du budget les hydrocarbures. C'est bien cela. Tout à fait. Et je pense que c'est ce que je peux dire, c'est que si nous arrivons, et on va y arriver, je ne vous dirai pas on va y arriver dans 1 mois ou 2 mois parce qu'il y a tout un travail à faire, mais le temps d'y arriver... Combien de temps ?
par rapport au bloc pétrolier, parce que on peut octroyer quand on octroie des blocs, il faut d'abord l'exploration, après il y aura l'exploitation qui peut venir. L'exploration peut se faire en 1 année, 2 ans, même 3 ans, même 4 ans, ça dépend. Donc rien avant 5 ans, on va dire. Pour que nous puissions réellement jouir du potentiel en hydrocarbures, nous sommes partis pour 5-7 ans. Voilà. Politique. Vous êtes président... Pardon. Vous êtes... Comment c'est quoi le terme ? Autorité morale, voilà. Autorité morale d'un parti. Accident vasculaire cérébral. Pour rigoler, AVC. Prêt pour les élections ? Autre vision du Congo. Autre vision du Congo, prêt pour les élections. Autre vision du Congo aujourd'hui, c'est un regroupement dans lequel il y a 16 partis politiques. Dans ces partis-là, il y a le MPR. Il y a le parti... Le MPR de Mme Mobutu Yango. Il y a le MPR du président Timba. Le président Timbavoudi. Okay. Il y a le MPR du président Timbavoudi. Il y a le PAR du président Mutombo Bapaka Fouansenda. Il y a le parti de l'honorable qui est vraiment très fort, que j'apprécie beaucoup. Et il y a encore... En fait, il y a 16 partis dedans. C'est un regroupement qui a pu aligner partout, à part les zones où on n'a pas pu aligner. Nous sommes à pas moins de 487 candidats au niveau national. Nous sommes à près de 480 ou 380 candidats au niveau provincial. Donc, on peut compter sur l'autre vision du Congo et sur ces regroupements. 487 candidats au national, vous en espérez combien d'élus ? Pour nous, c'est tous les 480, mais si on n'y arrive pas, on va avoir... Si vous avez les 480, l'UDPS n'a plus rien ? Et je pense que la politique veut que nous puissions être ambitieux, mais l'AVC, l'autre vision du Congo, c'est le fils de l'UDPS. Donc, tant que l'autre vision du Congo gagne, c'est l'UDPS qui gagne. C'est le fils de l'UDPS, il est sorti du ventre de l'UDPS, donc nous sommes alliés, soudés à l'UDPS. Pour revenir, toujours en politique, mais pour revenir au bilan du gouvernement dont vous faites partie, est-ce que vous comprenez que l'on dise que le gouvernement des Warriors n'a pas répondu aux attentes de la population ? N'a pas répondu aux attentes de la population, peut-être pas à 100%, mais au moins à 70%. Parce qu'il y avait un travail à faire. C'est votre propre évaluation ? Oui. C'est vous-même qui vous cotez ? Vous m'avez posé la question, donc je dois y répondre. Sinon, il ne faut pas que j'y réponde. S'il faut que je dois y répondre, donc je vous dis que au moins à 60-80%. Qu'est-ce qui a manqué pour les 100% ? Parce que nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes humains. Qu'est-ce qui justifie les 80% ? Mais tout ce qui a été fait. La gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement qui entre sur son bonhomme de chemin, les appels d'offres pétroliers, le budget, aussi, la réserve. Mais oui, évidemment. Évidemment, les hydrocarbures aujourd'hui, l'avancée, on ne veut peut-être plus le voir. Le problème du Congolais, comme dit un artiste, on attend que ceux qui sont en train de le faire puissent mourir pour qu'on dise qu'ils ont fait du bon travail. Il y a un travail remarquable qui a été fait. Malgré que nous sommes attaqués, les attaques vont continuer, on va assumer, on va continuer. Qu'on arrive au bout pour mettre ça sur le compte d'un bilan. Quand vous posez la question, vous ne voulez pas que nous répondions en fait. Si, mais vous citez cela comme élément du bilan. C'est comme ça que je demande. Déjà, nous gagnons avec la ZIC, avec l'Angola, chose qui n'a pas été faite avant le gouvernement des Warriors. Ce n'est pas un bon bilan. Déjà, nous venons de signer par rapport au marquage des produits à travers toute la République. Ce n'est pas un bon bilan. Qu'est-ce que vous ferez de plus si... après 2023, vous étiez encore en responsabilité de plus que vous n'avez pas été en mesure de faire avant. Vous parlez en termes du gouvernement ou bien en termes des hydrocarbures ? En termes individuels. En termes individuels, je veux continuer ces appels d'offres, je vais vraiment les pousser pour arriver aux résultats recherchés. En termes individuels, vous avez reconnu vous-même qu'en arrivant à la tête de ce ministère, vous n'aviez pas vraiment la maîtrise du secteur. Aujourd'hui, vous en êtes... Il ne faut pas déformer les propos et leur sortir de leur contexte. La première des choses que je peux dire, c'est que être ministre, c'est comme un chef d'orchestre. Le ministre, il donne des ordres, il donne des directives, c'est une vision qu'on ramène. Le reste... Parce que j'étais à l'EPST, je suis aux hydrocarbures, je peux aller à l'agriculture. C'est même ça être un ministre. On est chef d'orchestre. Soyez à l'aise, monsieur le ministre. Je suis très, très à l'aise. Ce n'est pas une attaque, c'est que vous-même... Je ne l'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit que c'était une attaque. J'étais justement en train de reconnaître que je vous sens plus à l'aise aujourd'hui à parler de ce secteur
qu'il y a 6 mois, enfin qu'il y a 2 ans. Ce n'est pas une remarque, c'est pas une critique, c'est un compliment. Ok, merci, je le prends bien, mais c'est juste pour dire qu'un ministre, c'est un chef d'orchestre. Un ministre, il est là pour pousser, pour faire respecter une certaine vision, et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le secteur qui nous a été donné en termes de responsabilité. Et je pense qu'on le fait bien. Merci à vous, monsieur le ministre. On va se quitter sur ce compliment, c'est rare, hein, de Thierry Kamboudi. Il a pris pour une attaque. Alors, pas du tout. Voilà. Merci à vous, monsieur le ministre des Hydrocarbures. On devrait l'arrêter parce que sinon, c'est près d'1 heure d'émission, édition spéciale Hydrocarbures. Merci à vous, merci Thierry Kamboudi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous, auditeurs et téléspectateurs, puisque vous nous avez suivis en direct sur YouTube, Facebook et sur nos télévisions partenaires, que je remercie ici, ainsi que toutes nos radios partenaires. L'actualité continue sur votre radio. À très bientôt.